Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler des élections aux États-Unis avec ces deux candidats assez particuliers et finalement les deux hauts en couleur que sont d'un côté Donald Trump, qui est le candidat des républicains, du parti républicain, malgré une grande partie du parti qui n'en voulait pas, et d'un autre côté la candidate du parti démocrate, Hillary Clinton. Il semble tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que le pouvoir du président des États-Unis, donc l'exécutif, n'est pas si grand que l'on pense. Parfois, on aime notamment, mais aux États-Unis aussi, mais notamment à l'étranger, euh, parler du régime de Bush ou de la présidence d'Obama ou de Ronald Reagan, etc. Le président n'a pas beaucoup de pouvoir. Il doit gérer avec un grand nombre de pouvoirs d'abord officiels, que sont le Congrès et le Sénat aux États-Unis, donc finalement les chambres législatives. Il doit également tenir compte de la partie judiciaire, si on veut, j'allais dire législative, mais en fait, si on veut, avec la Cour suprême, qui est la garante, en théorie, de la Constitution. Le président a le droit de nommer les juges fédéraux donc de cette Cour suprême qui, lorsqu'il faut les remplacer, soit parce qu'ils démissionnent, ou ils s'en vont, ou ils sont malades, ou qu'ils décèdent, donc il y a un pouvoir à long terme, mais il doit prendre en compte avec ses pouvoirs officiels, il doit aussi prendre en compte avec les pouvoirs non officiels que sont les différents lobbies, les différents groupes de pression qui peuvent être communautaires, qui peuvent être économiques, qui peuvent être liés à des, euh, des modes ou des puissances financières, économiques, industrielles, etc. Et puis, il y a aussi ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, qui a des ramifications dans les administrations, dans l'armée, les Marines, l'aviation, la marine, et qui représente des forces réelles que l'on ne peut pas balayer d'un revers de la main et simplement dire je m'en fous, je fais ce que je veux. Souvenez-vous de Kennedy, il a mal fini. Et c'est pas le seul, hein, McKinley, avant lui Lincoln, etc. Les présidents des États-Unis, ça s'élimine. Donc il y a, et certainement de manière très forte depuis les années 50, un pouvoir, un état profond aux États-Unis en tout cas un état profond tel que l'appelle un Peter Dale Scott par exemple, ou que d'autres appellent un establishment, c'est-à-dire une forme de pouvoir avec des gens non officiels mais très puissants parce qu'ils ont des influences très fortes dans l'administration publique, mais aussi via donc, tout ce que j'ai décrit brièvement, qui influencent et qui peuvent diriger, voire bloquer, si nécessaire, les actions de l'exécutif que représente le président des États-Unis, de l'État fédéral des États-Unis. Alors, évidemment, c'était aussi la figure de proue. Moi, j'aime dire que finalement, les présidents sont les représentants de commerce, ce sont les porte-paroles de la puissance des États-Unis, qui est en réalité, bien sûr, le complexe militaro-industriel et de plus en plus financier au cours de ces 30 dernières années, et qui représente aussi une idéologie, par exemple, les universitaires, les grands universitaires, les grands chercheurs, les lobbies euh, de toutes sortes ont une influence extrême, mais pas seulement dans leur façon de parler du débat public, mais aussi dans la manière dont, par le contrôle des médias, mais aussi par l'influence dans les couloirs, dans les coulisses, sont capables de dire, écoute, fais pas ci, fais pas ça, si tu fais ci, je te donnerai de l'argent pour ta réélection, si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes, je vais liguer des électeurs contre toi, parce que si tu fais ci, on va perdre des emplois dans tel état, donc c'est très compliqué, et c'est un très grand pays, c'est un pays qui a une vocation impériale aujourd'hui, qui a des bases militaires dans pratiquement, qui a 200 bases militaires dans autant de pays dans le monde, qui a totalement mis une domination quasi totale sur l'Europe et donc et pratiquement tous ces États. Vous l'avez vu en France, comment vous vous êtes fait mettre sous tutelle des États-Unis. Il n'y a plus aucun pouvoir qui n'est pas contrôlé. Et en plus, qui ont un système militaire et de surveillance sur l'ensemble de la planète qui leur permet de savoir tout ce que vous dites, tout ce que l'on fait, presque tout ce que vous pensez, en tout cas tout ce que vous communiquez, de manière à ce que le jour où vous soyez influent ou important,
tac, on va aller chercher et dépouiller tout votre passé et essayer de trouver le squelette dans le placard qui leur permettra de vous faire chanter. Et c'est comme ça qu'ils tiennent tous les politiciens européens, de l'Union européenne aussi bien que des nations euh, dans leur poche pour avancer des agendas qui sont généralement l'ouverture des frontières, l'ouverture au commerce, bon, pourquoi pas, ça peut fonctionner dans certains cas de figure, mais aussi des agendas un peu plus sombres, comme ceux de l'alignement militaire pour des opérations offensives. On l'a vu avec l'Irak, la France qui n'a pas été de mèche a été punie sévèrement, et aujourd'hui est rentrée dans le rang par le truchement de Sarkozy et puis ensuite Hollande. On a eu également le contrôle et la mise en place de philosophies qui vont dans le sens de ce que veulent cet establishment des États-Unis, et non pas la population américaine. Par exemple, cette ouverture des frontières, le droit des homosexuels, tout ce qu'on veut, des trans. On voit qu'une des réussites d'Obama, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les hommes peuvent aller dans les toilettes des femmes. C'est n'importe quoi. Mais enfin, ça fait partie de la destruction des structures ancestrales des sociétés pour le plus grand bien du commerce. Et commerce qui est beaucoup plus facile lorsque les gens sont homogènes que lorsqu'ils sont hétérogènes. Lorsque vous êtes différent, lorsque vous êtes attaché à des traditions, vous n'allez pas acheter la dernière connerie qu'on essaie de vous fourguer. Vous n'allez pas devenir bêtement un consommateur américain. Vous allez être un consommateur basque. Que sais-je, berbère, je viens de faire un truc sur le Maroc, donc ça me vient. Mais voilà, vous êtes piémontais, ou valaisan, ou breton, ou corse. Si on vous détruit vos racines, vous êtes juste un gros consommateur à la con, et on va vous fourguer du Pizza Hut, du Coca, du McDo, du Viagra, et ce sera partout pareil. Et c'est beaucoup moins cher pour les entreprises qui font du marketing. Je l'ai vécu en ayant travaillé toute ma vie pour des entreprises américaines, où le marketing local a toujours été méprisé. Et moi, je leur disais, vous êtes des idiots, on ne vend pas en Suisse comme on vend en Californie. On ne vend pas en France comme on vend à New York. On ne vend pas au Burundi comme on vend en Angleterre. Et eux, ça les énervait en disant non, il faut que tout le monde achète de la même manière parce que c'est moins cher. On n'a pas envie de dépenser de l'argent pour s'adapter. Donc, il y a cette volonté de tout rendre égal, de tout rendre interchangeable. Et c'est pour ça que cette idée qui vient pas seulement des États-Unis, mais qui vient aussi d'une façon folle d'une certaine intelligentsia globaliste et cosmopolite aujourd'hui, enfin qui dure depuis un siècle, hein, au moins, qui essaie de nous dire, mais au fond, on va prendre un Malien, on va l'amener en France, ce sera un Français, puis ce sera un consommateur. Ouais, mais ça reste un Malien. Et ça va foutre le bordel en France. De la même manière que on peut imaginer l'inverse. Hein. On peut prendre des réfugiés suédois, on va les mettre chassés de leur pays par le califat islamique suédois, de Suède, dans encore 5 ans, hein, puis on y est, qui vont se réfugier, je sais pas, en Tunisie. Dans l'esprit américain, ben, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient des consommateurs. Voilà, bon, exemple absurde, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le président aux États-Unis n'est pas si puissant que ça. Et d'habitude, je vous dirais, on n'en a rien à foutre. D'ailleurs, j'en avais rien à foutre avant, lorsqu'il s'agissait de choisir entre Obama et. D'ailleurs, je ne sais même plus qui était Romney, je crois. Là, il y a 4 ans, on n'avait rien à foutre. Et la fois d'avant, Obama ou McCain, ou je ne sais plus qui était le candidat pour les républicains, je m'en fous. La fois d'avant, c'était Bush euh, contre Kerry, on n'en a rien à foutre. C'est pas eux qui commandent, c'est pas eux qui dirigent. Avec Trump, c'est différent. Alors je sais que beaucoup de gens me disent non, c'est pareil, de toute façon, tous corrompus, etc. Non, 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 non. Trump, c'est un Berlusconi américain. Alors je dis ça en connaissance de cause. Berlusconi, je l'ai connu. Je l'ai connu il y a très très longtemps dans des circonstances qu'un jour je vous raconterai dans un film ou dans un livre ou dans une vidéo qui sera truculente. Mais je l'ai connu pendant que je faisais mes études, donc j'étais très jeune. Et lui était pas encore en politique, mais je l'ai vu aller en politique. J'ai suivi sa carrière, euh, sa fuite en avant vers la politique si on veut. Mais enfin, c'est quelqu'un, lorsque vous avez quelqu'un comme Trump, comme Berlusconi en Italie, qui a beaucoup d'argent. Alors Berlusconi avait des casseroles judiciaires au cul, donc il voulait aller en politique pour devenir aussi, pour avoir une immunité parlementaire et tant qu'on est un Premier ministre en Italie, enfin on appelle ça président du Conseil en Italie, c'est pas tout à fait un Premier ministre, mais enfin lorsqu'on est aux affaires, dans la politique, on ne peut pas être poursuivi par la justice.
Et donc ça l'arrangeait parce qu'il avait quand même deux, trois casseroles assez gigantesques. Il s'en est bien sorti. Mais enfin, Trump, c'est pas le cas. Trump n'a pas de casserole judiciaire. Et je pense il a sincèrement envie de redresser son pays, pour les raisons que je vous expliquerai dans 5 minutes. Et c'est quelqu'un qui a fait fortune, essentiellement dans l'immobilier. Lorsqu'on fait fortune dans l'immobilier aux États-Unis, c'est qu'on est malin. Parce que l'immobilier, c'est rempli de mafia. Donc, c'est pas des gens qu'on peut entourlouper. Donc, c'est quelqu'un qui doit savoir s'y faire, il doit négocier, il doit savoir. C'est quelqu'un de très intelligent et de très malin. Ne vous fiez pas à ce que vous racontent les médias qui sont tous contre Trump, et ça, c'est très intéressant. Je vous parlais d'Hillary aussi tout à l'heure, ne vous en faites pas. Mais Trump, c'est quelqu'un qui vient pour faire un. Je pense, il veut vraiment changer la nation américaine. Alors, il faut toujours se méfier des gens qui veulent changer une nation, parce que l'ambition peut vous amener à des bombardements, etc. Vous avez l'Allemagne, ils ont voulu changer, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais je pense que Trump a compris, et je sais par des sources qu'il sait que nous sommes face à un effondrement, et il le dit d'ailleurs, il dit nous allons beaucoup souffrir. Pour une fois, un politicien qui dit nous allons souffrir. Il dit je veux rendre l'Amérique. He wants to make America great again. Let's make America great again. C'est-à-dire faisons de l'Amérique quelque chose de grand à nouveau. Rien que dans ce slogan, il est clair qu'il pense que l'Amérique n'est pas great, n'est pas bien aujourd'hui, va mal. C'est une évidence. Et il sait que ça peut aller encore pire. Et il dit, voilà, c'est pas parce que vous m'élisez que ça va aller bien. On va avoir des crises, on va avoir des crashs, ça va être très dur. Mais moi, je peux remettre la barre pour faire que l'Amérique reste l'Amérique. Et je pense qu'il est sincère. Je pense que je le crois là-dedans. Je pense qu'il n'est pas du tout sous l'emprise de la finance. Il a financé sa campagne tout seul. Il n'a pas du tout les sponsors habituels que sont les grandes multinationales, la grande finance. Et donc, il n'a pas une partie des médias avec lui. Il a tous les médias officiels, tous sans exception, contre lui. Et comme il est très malin et qu'il a su travailler avec les médias depuis, il a eu aussi un rôle assez public dans la télé-réalité ces dernières années, assez rigolo. Il a su jouer de son image. C'est un grand marketeur. Moi, j'ai beaucoup d'estime au niveau professionnel pour ce monsieur. Eh bien, il a su manipuler les médias en sachant très bien que quand tout le monde vous agresse, vous ne répondez pas, vous les méprisez. Et vous travaillez avec d'autres slogans. Et que chaque fois qu'on vous attaque, chaque fois qu'il fait une annonce un peu non politiquement correcte, tout le monde hurle, ça lui fait de la pub. Et en fait, en ayant un discours qui était cohérent, une manière de s'exprimer qui est travaillée, c'est pas en privé, je pense qu'il s'exprime très différemment que ce qu'il fait en public. En public, vous remarquez, il s'exprime en répétant les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Il répète, il a un discours très simple qu'il répète souvent. Il n'a pas une politique, disons, son programme n'est pas du tout simpliste. Il est tout à fait cohérent et intéressant. On peut être d'accord ou pas, mais il n'est pas du tout, c'est pas du tout un abruti, pas du tout, du tout, du tout. Je pense que ceux qui disent que Trump est un idiot, vous confondez Bush, oui, Obama, non. Obama, en plus, il avait ce côté très, il savait bien s'exprimer. Ensuite, c'était une marionnette, ok, mais c'était pas une marionnette imbécile comme Bush n'était pas très malin par exemple. En plus, c'est horrible ce que les États-Unis ont fait sous la présidence Bush, c'est juste horrible. Bon, sous Clinton avant aussi. Mais Trump sait ce qu'il fait. Il manipule les médias qui sont contre lui. Il est très très fort pour ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Trump sait, et la plupart des gens qui vont voter pour lui le savent, c'est que, vous savez, les États-Unis, en 20 ans, ont rajouté 100 millions d'habitants à leur population. Ils sont passés de 230 à 330 millions d'habitants. Et l'essentiel de ces nouveaux habitants ne sont pas des Européens, ne sont pas d'origine européenne, ne sont pas des Blancs. Ce sont en grande partie, bon, on va me dire les Latino-Américains, en fait, ils sont blancs aussi. C'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup d'immigration d'Asie alors la migration asiatique vote en masse pour Trump parce que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens plus intelligents en moyenne que la plupart des autres peuples. Ce sont des gens très travailleurs, ils savent très bien leur avantage à surtout pas voter chez des gens qui vont les taxer, donc surtout pas les démocrates. Donc, mais l'immense majorité de cette croissance démographique, elle s'est faite par les latino-américains, qui ont d'ailleurs écrasé, vous savez, on a parlé beaucoup, alors ce sera une autre vidéo pour parler de ça, des protestations de ces mouvements de noirs américains, les Black Lives Matter. Effectivement, bien qu'une partie des noirs américains s'en sortent très bien,
la majorité, pour des raisons de destruction sociale, enfin c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, de délitement et d'explosion de leur structure sociétale familiale due à la culture ambiante et surtout parce que justement ils sont écrasés économiquement par cette vague de latinos qui sont plus intelligents, qui travaillent plus, qui travaillent mieux et qui sont très structurés au niveau des familles. Donc c'est pas le bordel chez eux. Alors que dans les Afro-Américains, je précise, sauf une couche qui s'en est bien sortie, qui a pu se hisser et qui vit pratiquement comme les autres, eux, ils sont écrasés. Donc, ils sont en révolte. Évidemment, on leur a dit que c'est la faute des Blancs, alors qu'ils vivent dans des villes avec des maires, de la police noire, enfin bref. Mais ils ne représentent plus que 13% de la population, donc ils n'ont plus aucun pouvoir économique, ils n'ont plus aucun pouvoir, et donc ils sont complètement, ils sont irrelevants, c'est fini. Ils ont eu un moment où ils avaient un pouvoir politique, dans les années 60, parce qu'ils représentaient, par rapport à l'ensemble, 20% de la population. Aujourd'hui, c'est 13 et c'est en train de diminuer. Et en plus, ils sont tous en prison, ils ont des structures... Enfin, économiquement, ils pèsent rien. Donc, ils sont en train de se faire économiquement éliminer du jeu. Donc, c'est plutôt les latino-américains qui arrivent. Et cette croissance démographique qui n'est plus chez les Blancs, parce que aux États-Unis aussi, eh bien, les baby-boomers commencent à devenir âgés, commencent à prendre leur retraite et commencent même à mourir. Les populations plus jeunes font moins d'enfants, elles sont beaucoup plus riches, font bien moins d'enfants, et la classe moyenne eh bien, fait aussi beaucoup moins d'enfants, même si il y a une partie de la classe moyenne qui s'est totalement paupérisée et qui commence à se mélanger, et il y a un véritable melting pot n'a jamais existé aux États-Unis. Mais à partir du moment où les gens sont tellement pauvres qu'ils sont obligés, qu'ils ne peuvent pas fuir les quartiers qui se remplissent d'immigrés, eh bien au bout d'un moment, de gré ou de force, eh bien, ils se mélangent avec ces immigrés, ou en tout cas, ils en prennent le mode de vie, et on commence à voir aujourd'hui des sortes de racailles blanches, les white trash, comme on dit aux États-Unis, qui commencent aussi à avoir des enfants hors couple, hors mariage en ribambelle, où on a le même problème, le même phénomène, si on veut, qui a détruit les couches des Afro-Américains. Rappelons qu'en 1950, les Afro-Américains aux États-Unis avaient moins de divorces que les Blancs et avaient moins d'enfants hors mariage que les Blancs. Ils étaient totalement structurés et ils regardaient vers les Blancs, en fait, en général, comme une émulation, et ça fonctionnait. La croissance, la richesse, l'enrichissement des Afro-Américains était fulgurant dans les années 50, enfin, en tout cas jusque dans les années 60, et là, il y a eu une volonté de la CIA, hein, c'est, comment il s'appelle, Hoover, qui a voulu un livre excellent sur le sujet, pris par le côté de la musique, du rap notamment, de Mathias Carvet, qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, excellent sur ce domaine. Il touche plutôt le côté français, mais il va chercher les racines aux États-Unis. Explique très bien comment la CIA et plutôt le FBI, pardon, ont mis en place des programmes pour utiliser la culture, utiliser politiquement les couches les plus défavorisées et les détruire structurellement pour leur dessein et pour leur volonté, et surtout pour qu'il n'ait pas de velléité politique importante. Alors, oui, on a eu un président métis, enfin noir, Obama, pendant 8 ans. Oui, on a des élites, hein, on a des Afro-Américains très intelligents, hein. On a des physiciens, on a qui sont mis en avant, hein, et des juges et des hommes d'affaires, etc., qui réussissent vraiment très bien, mais qui sont le cache-sec, si on veut, qui sont l'arbre qui cache la forêt de la destruction totale de la communauté noire américaine. Et c'est vraiment dommage, hein, et je le dis sincèrement, c'est des gens qui auraient pu contribuer aux États-Unis. Or, aujourd'hui, ils sont genre uniquement des criminels, des drogués, ils sont en prison. Enfin, vous me comprenez, je schématise. Mais en fait, ils ne contribuent plus à cette société, la couche basse. Au contraire, ils sont en total délitement. Et vous le voyez dans les statistiques de la criminalité, un Afro-Américain aura tendance à commettre 9 ou 10 fois plus, ou 50 fois plus dans le cas des meurtres, de plus de crimes que les Blancs, par exemple. Et donc c'est une catastrophe, donc les gens s'en rendent compte. Mais les Blancs deviennent justement une partie plus petite de la population aux États-Unis. Et une grande partie d'entre eux, entre le féminisme qui fait chier les hommes, entre les lois complètement folles où maintenant on a des transsexuels et
dans l'armée, on envoie les femmes dans les troupes de combat parce que c'est leur droit, etc., alors qu'elles n'ont pas la capacité, que c'est un bordel. Ça aussi, ça mérite une autre vidéo pour expliquer pourquoi les femmes ne devraient jamais aller au combat. En tout cas, pas volontairement et pas dans des unités de combattantes qui sont expressément des unités de combat. Je veux dire, les femmes doivent savoir combattre, mais pas dans des unités de combat. Et c'est deux choses très différentes. Alors, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un de ces jours. Mais la réalité, c'est que vous avez une société qui devient un peu folle, qui ne marche pas, avec une économie qui s'effondre, et dans 4 ans, donc aux prochaines élections, les Blancs sont minoritaires. Les Blancs ne sont plus que 50%. Aujourd'hui, ils doivent être à 55% de la population. Dans 4 ans, ils seront 49%. Et, vous le savez, si vous avez connu, si vous voyagez, les non-blancs dans le monde votent de manière ethnique et non pas pour des idées. Ils votent de manière ethnique, religieuse, ils votent par communauté et non pas pour des idées. Donc il ne s'agira plus de voter pour je suis libéral ou je veux une économie florissante ou non, je veux être une société avec de la redistribution, je suis un socialiste. Ça marche jamais, mais bon, on peut imaginer qu'on... Ça, c'est un truc d'européen où depuis un certain nombre d'années, on s'est dit, voilà, on va voter sur des idées, on va être marxiste, ou on va être nationaliste, ou on va être de gauche, ou on va être de droite. C'est en train d'être flou tout ça, mais c'est encore ce qui fait débat chez les Blancs, chez les Européens, et donc chez les Américains, qui sont en majorité d'origine européenne. Mais dans le reste du pays, regardez en Côte d'Ivoire, regardez, c'est dans quel pays où récemment il y avait... oui, c'est en Côte d'Ivoire où il y avait... Ou dans tous les autres pays. C'est voter pour moi parce que je suis tel clan. Et tous les gens de ce clan votent pour moi. Donc ce qui compte, c'est d'être le plus nombreux ou le plus fort pour fracasser la tête à ceux qui votent pas correctement. De plus en plus, on le voit en Europe. On le voit en Angleterre où on voit le vote communautaire. On voit par exemple à Londres, le vote des musulmans plus des gauchistes a fait qu'on a il y a un maire musulman et que Londres n'est plus majoritairement blanche. C'est comme ça. Après, moi, si j'étais londonien d'origine anglaise, ça me ferait super chier, ça me ferait mal au cul parce que putain, c'est mon pays et je vois que c'est des autres gens qui sont venus et ils prennent le pouvoir. D'ailleurs, bon, je suis pas anglais, mais chez les travaillistes euh, britanniques, dans le Royaume-Uni, le Parti travailliste, qui est le parti traditionnellement socialiste, avec des racines ouvrières, etc., c'est un parti qui est en train de se désintégrer parce que tous les blancs le quittent. Parce que quand vous rejoignez un parti et que vous avez une ambition de devenir cadre et éventuellement élu dans des circonscriptions ou dans des responsabilités locales, etc., eh bien, vous comptez sur le fait que le parti va vous appuyer. Aujourd'hui, dans ce parti, il y a de plus en plus de représentants de minorités ethniques qui sont bien en train de devenir des majorités ethniques, pakistanaises, indiennes, musulmanes, peu importe, et qui, elles, disent, bon, le maire de telle ville, on veut bien voter en bloc et on va rameuter tous les musulmans pour voter pour ce mec, mais on veut pas que ce soit un blanc, on veut que ce soit un musulman. Et donc on va prendre un anglais pakistanais, en fait, et ce sera lui le maire. Et donc les blancs qui sont travaillistes, ils sont niqués. Et plus personne ne fera quoi que ce soit pour cette minorité-là, pour les ouvriers blancs anglais. Dorénavant, ce sera des allocations, ce sera la charia, la police islamique, la police communautaire, et les foulards, et tatati. Et petit à petit, on va transformer Birmingham d'abord, Coventry ensuite, Londres, dans des enclaves ethniques. Voilà, bah c'est comme ça, c'est parce ils en ont rien à foutre de nous. Bref, c'est ce qui va arriver aux États-Unis. Et Trump le sait. Et les gens qui votent pour Trump le savent aussi. Donc ils savent que c'est un peu la dernière chance. D'ailleurs, le message de Trump n'est pas de dire je veux plus de libéralisme, plus de ci, plus de ça. Il a un message extrêmement clair de fermeture des frontières, de réduction de l'immigration, de remigration des millions et des millions. Il y a plus de 20, 25 millions d'illégaux aux États-Unis qu'ils vont essayer de renvoyer chez eux. Et en plus, effectivement, par rapport à l'islam, de dire nous ne voulons plus, nous allons être extrêmement sévères par rapport à qui va venir de pays qui sont en majorité musulmans, donc la France, etc. bientôt. Voilà. Et donc, et c'est son droit. Et il a envie de dire, ben voilà, j'ai pas envie de faire venir des musulmans.
dans n'importe quel pays où des musulmans arriver à une certaine proportion de la population, aujourd'hui ils sont 2% aux États-Unis, lorsqu'on arrive à 5 et 6, etc., on commence à avoir et c'est une erreur de la part des musulmans de faire ça. Mais c'est comme ça. Ils veulent avoir des représentations, ils veulent avoir de la bouffe halal, par exemple, ils veulent avoir des mosquées payées par le gouvernement, etc. Alors qu'en réalité, ils devraient juste... Mais c'est voilà, c'est comme ça. Et ce faisant, ça amène des situations de guerre civile inévitables. Et parfois, ils les gagnent. Ça a été le cas lorsqu'ils ont conquis, par exemple, certains pays au Moyen-Orient lors de la grande conquête islamique au 7e siècle, au 8e siècle, mais aussi, parfois, ça ne marche pas. Et il a fallu 700 ans de guerre en Espagne, mais finalement ils ont été jetés. Et dans les Balkans, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été jetés, à part l'Albanie, un petit peu la Bosnie. Pour l'instant, hein, ça peut aller dans tous les sens encore. Hein. On peut très bien imaginer, moi je suis prêt à parier que dans 10 ans, euh, on a soit une France islamique, soit il n'y a plus aucun musulman en France. Mais ça dépend de certains scénarios. Mais ça va se jouer dans les 10 ans. C'est pas dans 50 ans. Dans 50 ans, c'est sûr que si rien n'arrive, on est tous en Europe, on est tous... moi, ça m'arrange, hein, moi, de la barbe, j'aime bien. Bref, ça va être chaud hein, ces prochaines années. Et revenons aux États-Unis. Donc nous avons Trump. Donc j'ai fait un long préambule où vous avez une grande partie de la population qui se rend compte qu'elle est en train de devenir une minorité dans un pays qui était éminemment blanc, surtout anglo-saxon à l'époque, qui est en train de perdre sa puissance, qui est en train de voir ses industries disparaître, qui est en train de voir un appauvrissement des classes moyennes, qui est en train de voir des tensions sociales en train de revenir. Merci Obama d'avoir remis en place les tensions raciales. Mais enfin, il y a des raisons économiques, comme je vous ai très brièvement expliqué tout à l'heure. Et puis, il y a ces tensions que apporte la gauche, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les libéraux aux États-Unis, qui n'ont rien de libéraux, mais ils ont inversé la terminologie et la sémantique est différente aux États-Unis. Ils appellent la gauche liberals et ils appellent la droite conservative. Et les deux font, à mon avis, deux approches de la gestion d'un pays, d'une nation que je trouve détestables hein, d'ailleurs. Et Trump n'a rien d'un conservateur. C'est pas du tout un conservateur. Au contraire, il est très libéral d'un point de vue économique. Il sait gérer des entreprises, il sait faire des affaires. Donc c'est pas du tout un conservateur, c'est pas du tout un religieux. Il n'a pas d'approche liée aux protestants fous qu'il y a aux États-Unis. Il n'a pas d'approche liée aux lobbies sionistes un peu fous qu'il y a aux États-Unis. Et donc aux néoconservateurs, qui sont tous des lobbies israéliens. Il n'a pas de lobby particulier, mais il s'entend bien. Il s'entend bien avec la communauté juive, par exemple, de New York. Une de ses filles, très jolie d'ailleurs, bravo au monsieur qui l'a épousé, a épousé et s'est converti un juif américain qui me semble d'ailleurs très sympathique et très intéressant. Donc il n'est pas, vous voyez, on a dit les racistes, antisémites, c'est faux. C'est faux. Alors vraiment, c'est absolument pas quelqu'un de raciste et d'antisémite, mais ça fait partie de l'attaque des médias qui sont contre lui. Alors pourquoi ils sont contre lui? C'est parce que justement, il n'est financé par personne et que personne ne le tient. Et donc, c'est un ovni. Et donc, c'est un mec qui, arrivé au pouvoir, peut commencer à demander, à vouloir faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'il peut les faire, encore une fois, rappelez-vous, ce n'est que l'exécutif, il y a le législatif derrière. C'est quelqu'un qui veut réduire la puissance militaire américaine et réduire la présence militaire américaine à travers le monde. C'est quelqu'un qui veut faire la paix, enfin qui veut être dans le dialogue avec la Russie, une puissance nucléaire. Excusez du peu, ça me paraît raisonnable. C'est quelqu'un qui veut éviter cette course en avant folle militaire et qui veut essayer d'arrêter le délitement économique des États-Unis. Et il le dit, c'est dans son programme, c'est pas moi qui l'interprète. Mais les médias ne le répètent pas. Les médias, eux, disent c'est un fou, il veut exterminer, il veut faire des camps de concentration pour les musulmans, il veut chasser tous les Mexicains, il veut faire la guerre avec la Russie, c'est exactement l'inverse. Mais ils ont peur parce que ce n'est plus quelqu'un qui est dans le jeu classique, c'est quelqu'un qui a pris la pilule rouge. Il est sorti de la matrice. Il n'est pas sorti, il a toujours été en dehors. Il a été au-dessus dans la classe dirigeante, mais simplement aujourd'hui, il veut rentrer dans ce jeu pour le changer de l'intérieur. Un peu de l'entrisme à la Gramsci, mais de manière par le haut. Hein. Là, c'est plat par le bas. Et donc, il fait peur. Donc, tout cet état profond, toute cette intelligentsia va contre lui. Si vous vous souvenez, si vous avez été attentif, en automne 2014, alors que ce n'était pas du tout sûr qu'il allait être choisi dans les primaires
entre les différents candidats à la représentation des républicains pour la course à la présidence, j'avais dit que vous allez voir, Trump va être choisi, et j'avais dit faites gaffe parce qu'il pourrait être assassiné. Et je pense toujours qu'il pourrait être assassiné, ou en tout cas qu'on pourrait tricher, ou la triche sera marginale s'il y en a. Mais en tout cas, on peut clairement encore l'assassiner. Il faut encore 2 mois. Nous sommes le 10 septembre, les élections sont en novembre. Donc septembre, octobre, il peut s'en passer des choses. Il peut clairement encore être éliminé. Il est trop dangereux, il est trop imprévisible du point de vue de l'intelligentsia, de l'État profond, qui est propriétaire des médias. Regardez, les médias américains, ils ne sont pas indépendants. Les journaux et les télévisions appartiennent à 4 ou 5 grands groupes qui appartiennent à un consortium de gens très riches qui sont tous dans le conseil d'administration les uns des autres et qui partagent les mêmes idées. Lisez l'article que j'ai publié il y a quelques années qui explique qui dirige le monde, à mon avis, à mon humble avis. C'est une idéologie, c'est une classe, c'est un groupe de personnes qui ont une certaine idéologie. Non, c'est pas les juifs, c'est pas les Illuminati, c'est pas. Il y a des juifs, il y a des Illuminati, il y a des suprémacistes, de tout ce que vous voulez là-dedans, mais c'est beaucoup plus simple et à la fois plus simple et plus complexe. Ce sont des richesses incroyablement concentrées dans très très peu de personnes, peut-être 700, 1000 personnes aux États-Unis, qui contrôlent 98% de la richesse et donc de l'influence médiatique, économique, etc. Allez voir cet article. Bref, vous le trouvez depuis ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube si vous êtes patient, parce que mes vidéos sont longues. Vous voyez, ça fait déjà 30 minutes et j'en suis pas encore arrivé à Clinton. Mais enfin, euh, Trump a un message très clair. C'est pas du tout un message, mais les médias essaient de l'attaquer. Et lorsque tout le monde attaque quelqu'un, c'est que c'est un bon, quoi, en général. C'est qu'il veut changer les choses et il veut donc changer la manière dont les États-Unis fonctionnent. Alors, en face, vous avez Hillary Clinton. Alors, je l'aime pas du tout. Mais je vais essayer de rester zen, respiration abdominale, pour, alors, parce que pour moi, c'est une des pires criminels de guerre avec les George Bush et les gens qui avaient dans les coulisses. Alors, elle, oui, contrairement à Obama, elle, c'est quelqu'un qui vient du sérail. Ce n'est pas un pantin, ce n'est pas juste un. C'est pas comme Bush avant ou justement Obama, ce n'est pas une marionnette. Elle fait partie des marionnettistes. C'est quelqu'un de très intelligent, elle n'est pas du tout conne, hein. Elle est tout à fait intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Et elle a été, c'est quelqu'un de très avide et d'avide de pouvoir depuis le début de sa carrière. Allez lire un petit peu sa biographie simplement sur Wikipédia, vous allez juste comprendre à quel point elle a fait partie avec son mari Clinton, quelqu'un d'extrêmement ambitieux et qui a, une fois au pouvoir, une fois que son mari était au pouvoir, manigancé et utilisé de la corruption euh, pour elle, et mais aussi comme outil contre les autres, et qui s'est accoquiné dans des histoires de trafic, d'immobilier, de, 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 de vente d'armes, pour se faire une fortune coquette de plusieurs centaines de millions de dollars entre elle et son mari, et totalement nette d'impôts, notamment via la fondation Clinton, qui est l'une de ces fondations un peu euh, malveillantes comme celle de Soros ou de Bill Gates qui font des choses un peu horribles sous prétexte de faire des choses bonnes, c'est toujours comme ça que ça marche, à travers le monde. Mais surtout qui permet de capturer des montants, des sommes gigantesques de la part de gens qui sont ces obligés, qui ont envie. Vous savez, si vous avez envie d'un contrat avec la marine américaine parce que vous êtes un fournisseur et que vous avez envie de faire en sorte que ce soit vos torpilles qui sont fourguées aux sous-marins de la marine, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de faire un appel d'offres en bonne et due forme et de vous faire niquer par quelqu'un qui a corrompu plus que vous, ben vous avez intérêt à aller voir tout en haut et corrompre à différents niveaux, notamment elle était secrétaire d'État à la Défense, elle a été avant en fait première dame, etc. Donc elle avait de l'influence sur Clinton, et fourguer 3-4 millions de dollars pour être sûr d'avoir votre contrat de plusieurs milliards de dollars. C'est comme ça que ça marche. C'est surtout comme ça que ça marche dans des empires qui deviennent opaques et qui deviennent avec. Quand vous allez à Washington, j'avais fait une vidéo comme ça à Washington il y a quelques années, vous vous rendez compte à quel point c'est un truc byzantin, c'est un truc corrompu. Ça sent je veux dire, à tous les coins de rue, ça sent le politicien véreux, ça sent l'avocat lobbyiste véreux, ça sent la pute, dans tous les sens du terme, partout.
Ça se voit, c'est évident, c'est gros comme une maison. Donc, quand vous avez un peu de bouteille comme moi, et que vous avez été longtemps dans les affaires, vous en avez vu des trucs. Moi, j'ai bossé dans plein d'endroits où, à petite échelle, j'en ai vu des histoires de corruption. Donc là, avec les politiques, et surtout vu la taille de cet empire, le plus grand empire, la plus grande puissance économique et militaire que la Terre a jamais connue, évidemment que c'est juste des sommes gigantesques qui sont en jeu. Bref, extrêmement corruptrice, extrêmement corrompue, mais aussi quelqu'un qui n'a pas de droiture, c'est-à-dire que son mari a fait a pratiqué non seulement cette corruption, mais aussi une vie sexuelle. On a parlé de Monica Lewinsky, mais c'est rien. C'est un truc où il ne pouvait pas faire autrement que de se faire choper sur celui-là. Mais c'est quelqu'un qui a utilisé, un peu comme l'autre en France, là, le gros porc, là, comment il s'appelle. Mais c'est quelqu'un qui se faisait payer en pute pour des avantages économiques ou des avantages euh, d'influence. C'est quelqu'un qui participait avec des partouzes, avec des mineurs, voilà, avec des gens normaux, on s'en fout, mais avec des mineurs, des gonzesses qui lui étaient envoyées pour... Alors on pense que d'ailleurs il a chopé la syphilis dans ce processus, et on imagine aujourd'hui, il faut savoir que Hillary Clinton a une très très mauvaise santé, ça se voit de plus en plus, elle a un problème de santé très grave. Alors on n'a pas de certitude, mais alors, évidemment les hypothèses comme quoi elle aurait chopé la syphilis de son mari sont également là, mais j'y crois pas parce que je pense pas qu'elle a consommé avec son mari depuis très longtemps. Et, enfin, quoique, hein, peut-être le mec il est tellement obsédé que peut-être même avec sa grosse, il la tape quand même. Bref, on s'en fout, mais elle est en mauvaise santé. Et, mais surtout, moralement, elle a accepté un comportement assez incroyable. Donc ça montre que pour l'ambition, elle était prête à accepter tout. Sous la présidence d'Obama, elle a quand même participé à la destruction de la Syrie, de la Libye, elle a continué les guerres en Afghanistan, en Irak, et c'est quand même assez important. Donc, comme Albright avant, qui en avait rien à foutre de 500 000 enfants irakiens morts par cause de l'embargo, de toute façon, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, c'est une élite qui s'en fout qu'il y ait des centaines de millions de morts, même, pour prendre un exemple extrême, aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis. Ils s'en foutent. C'est leurs avantages et leurs ambitions qui comptent. Ces gens n'ont absolument aucun. Pour eux, vous et moi, sommes pas plus importants qu'un ver de terre ou qu'une fourmi. Et c'est comme ça. Et ça fait partie de la mentalité de ces gens de pouvoir. Surtout quand vous êtes à la tête, encore une fois, d'un empire. C'est pas comme l'autre commandant de Pédalo. Hein, il n'est pas à la tête d'une puissance en train de devenir de seconde zone qui ose même pas envoyer Non, là c'est vraiment ça tape. Hein, c'est les porte-avions, les bombardements, les B-52, les armes nucléaires, tout l'arsenal qui va avec. Idéologiquement, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à tout pour, donc, dans son parti, qui est donc le parti démocrate, qui à l'origine est le parti de l'esclavage, qui est le parti, qui est un parti horrible à l'origine, mais qui a su, dans les années 60, changer, qui a participé au coup d'État de Johnson contre Kennedy, pour se positionner pour les minorités en les utilisant et en devenant le chantre de l'État social, capable de distribuer de la richesse, enfin distribuer de l'argent pour être précis, contre des votes. Donc en disant, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes noirs et opprimés, blablabla, si vous votez pour nous, je vais vous filer du fric. Alors évidemment qu'ils votent pour vous. Et donc qui a su, comme fait souvent la gauche, utiliser les composants ethniques et sociaux à son avantage, simplement en donnant de l'argent. Or, on le sait que lorsqu'on donne de l'argent aux pauvres, ça ne les fait pas travailler. Ça ne les fait pas sortir de pauvreté. Ça les garde, ça les maintient dans leur situation très difficile. Sur ce sujet, comme les autres, Clinton a montré qu'elle est capable, finalement, de manière habile, de s'adapter à ce que veulent les gens et ce que veut son électorat. Donc, elle est financée par Wall Street, essentiellement, et elle dit je suis contre Wall Street. Bon, c'est de la politique politicienne, hein, comme en France, vous en avez un qui disait mon plus grand ennemi, c'est la finance. Et après, il prend Macron comme ministre des Finances. Bref, c'est des baltringues, les politiciens. Et elle est très habile dans ce métier. Et, et moi, ce qui m'agace, en fait, ce qui m'énerve réellement, et c'est pour ça que je pense que c'est très dangereux que Clinton soit élu, et je vous donnerai ensuite mon pronostic,
c'est que euh, Clinton, au-delà de sa maladie et de ses sauts d'humeur, etc., elle fait totalement partie d'un establishment qui est pris dans une fuite en avant. Cet establishment se rend compte que les États-Unis vont de plus en plus mal, se rend compte qu'ils ont de moins en moins d'emprise sur le monde, qui redevient multipolaire, et ils se rendent bien compte que leur puissance est basée sur le fait d'être la seule puissance, et que tout le monde ait confiance dans le dollar, et que tout le monde ait peur de la menace militaire américaine. Or, dans un monde multipolaire, beaucoup de pays peuvent s'associer avec succès. On le voit avec l'Iran, on le voit à la Chine ou à la Russie. Et ainsi tenir tête. On voit la Syrie qui tient tête parce qu'elle est soutenue par l'Iran, mais aussi par la Chine et surtout la Russie. Et donc, on peut imaginer que les États-Unis font moins peur. En plus, leur débâcle militaire coûteuse en Afghanistan, en Irak, alors certes, qui a été rentable d'un point de vue d'intérêt privé, mais qui en réalité est un désastre humain et idéologique. Il y a 30 ans, tout le monde regardait les États-Unis en disant ah ouais, quand même, le pays de la liberté, de la réussite. Aujourd'hui, non, c'est un pays euh, qui est certes encore assez riche, mais plus personne n'est dupe, ils n'apportent la liberté nulle part, ils détruisent tout sur leur passage, ils saccagent. C'est une catastrophe ambulante ce pays. Et on le voit, tous les pays qui lui sont soumis vont mal et sont pillés financièrement d'abord pour enrichir la finance anglo-américaine et puis leurs propriétaires. Ensuite, il y a les, euh, le, le dollar, justement, qui ne tient plus. Parce que pour pouvoir à bout de bras tenir leur économie, notamment la bourse, en vie, des quantités gigantesques d'argent ont été injectées dans le système financier, pas tellement dans l'économie, mais dans le système financier, à raison de tripler ou quadrupler la masse monétaire. Or, le dollar ne peut pas tenir. Les gens sont pas. Ok, on est dans une invocation magique, les gens ont envie d'y croire. Mais la réalité, c'est que ça ne peut pas fonctionner longtemps. Donc, on sent très bien que c'est en train de vaciller. Et donc, cette intelligentsia qui mise tout sur Clinton, sans qu'il n'y a qu'une seule manière de tenir encore un peu, et c'est leur stratégie des 8 dernières années d'ailleurs, c'est la fuite en avant. La fuite en avant financière avec de plus en plus de bulles monétaires, de bulles financières de tours de passe-passe pour essayer de cacher la puanteur du système qui est en train de pourrir. Mais aussi, et ça c'est beaucoup plus dangereux, et je vous avoue que c'est pour ça que j'ai écrit NRBC, pour moi-même apprendre à comment faire en sorte quoi faire en cas de guerre nucléaire, mais une guerre, c'est-à-dire une fuite en avant donc, militaire, contre non plus des petits pays insignifiants, et militairement, en tout cas militairement insignifiants, mais contre des grands pays, des vraies puissances avec qui une guerre peut peut-être éliminer des millions de personnes, relancer l'économie, alors qu'en réalité il n'y a pas l'énergie pour le faire derrière. On est en train d'être dans des pénuries de pétrole qui sont en train d'arriver. Hein. Ce que j'avais prévu, et plein d'autres l'ont prévu avant moi, est en train d'être là. Hein. On est à moins 6% chaque année. Hein. Donc c'est en train de... je veux dire, la courbe de décroissance de la production de pétrole et l'économie, qui elle-même baisse, mais enfin, le jour où il y a une intersection, c'est violent. Donc, mais enfin, cette course en avant de confrontation à la Russie, pays qui a plus de 6000 têtes nucléaires et qui fonctionne, et qui a une armée qui se modernise, et surtout qui a un mental et une population qui est carrée, quoi. C'est pas des dégénérés, c'est des mecs qui vont se battre, hein, et qui sont prêts à mourir pour leur pays. Donc, c'est une stratégie folle. Alors peut-être que Hillary élue, elle va pousser la guerre avec la Russie et la Chine. Peut-être que non, mais c'est un risque qui me paraît immense. Alors que clairement, avec Trump, il y aura sans doute peut-être un effondrement économique des États-Unis. Il va tout faire pour essayer de le limiter. Il sait cet effondrement est très difficilement évitable. Il est quasiment presque inévitable à mon avis. Il va essayer de le mitiger, mais au moins, il ne va pas aller dans la guerre nucléaire avec la Russie. Donc,
par pitié, si vous êtes américain et francophone et vous lisez et vous écoutez cette vidéo, par pitié, convainquez le maximum de gens autour de vous et vous-même votez pour Trump, ne serait-ce que pour cela. Donc de temps en temps, j'entends des gens dire oui, ça sert à rien de voter, le système est pourri. Vous ne comprenez rien. Oui, le système est pourri, mais parfois, il faut voter pour le moindre mal ou pour celui qui va mitiger la guerre. Parce que les prochaines guerres qui vont arriver sur la tronche, elles vont être soit exterminatrices, soit guerre nucléaire totale, ou les deux en même temps. Donc c'est pour ça que nous devons tout faire pour influencer autour de nous, pour éviter. Donc les gens qui disent, même en France, il ne faut pas voter. Putain, votez pour le moindre mal, votez Front National, bande de cons. Vous comprenez pas que les autres, ce sont les larbins des États-Unis qui sont en train de vous amener en guerre nucléaire avec la putain de Russie, qui va pas vous faire de cadeaux. Hein. Ah, le Front National, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu préfères vivre ou mourir? C'est aussi simple que ça. Donc, amis américains francophones, vous n'êtes pas nombreux, qui écoutez ces vidéos, vous n'êtes pas nombreux, ou amis qui écoutent ces vidéos et qui connaissent des Américains autour de vous qui vont voter, faites-les voter pour ce putain de Trump. L'autre folle, elle n'est pas folle, mais elle est malade, elle risque de nous emmener à la guerre. Moi, je crois qu'on n'a pas plus que 4 ans devant nous. Hein. Après, c'est fini. Donc après, dans 4 ans, je ferai des romans, si on survit, parce que on sera effondré. Et je pense que dans mes montagnes, je peux m'en sortir. Mais si vous habitez en ville, si vous êtes américain, vous allez tous crever. Une guerre nucléaire avec la Russie, lisez NRBC, on décrit les scénarios de guerre nucléaire. Alors, putain, c'est monstrueux. C'est monstrueux aussi pour nous en Suisse, c'est monstrueux pour tout le monde. C'est pas la fin du monde, c'est pas forcément la mort pour tous, mais pour la grande partie d'entre nous, oui. Donc réfléchissez bien, soyez plus malin que le système, essayez de comprendre ce qui se passe. Encore une fois, en temps normal, on aurait eu le Jeb Bush contre Clinton, je vous aurais dit, on en a rien à foutre, on va vers la fin, on va vers la guerre de toute façon. Donc on s'en fout. Mais là, c'est différent. Donc si on n'assassine pas Trump d'ici les élections, ou juste après, en tout cas s'il est élu, et je vais vous donner mon pronostic, à mon avis il va être élu. Parce que les hommes blancs, frustrés de toute cette merde dans laquelle ils vivent, peut-être aujourd'hui ils ne le disent pas dans les sondages, mais ils vont voter pour lui. Et les sondages sont très limite. Hein. Donc en plus, une partie des Afro-Américains et une partie des Latinos aux États-Unis, ils ont très bien compris qu'à gauche, les gens de gauche n'ont pas intérêt que les pauvres sortent de la pauvreté, parce que sinon ils voteraient plus à gauche. Et ils ont compris ça, beaucoup de gens ont compris ça. Et donc ils risquent de voter bien plus qu'on peut le penser pour Trump. Et puis il a un caractère, il a une personnalité, et puis l'histoire leur donne raison. Les attentats terroristes en ce moment, c'est pas des bouddhistes, hein. Donc il a raison de vouloir dire, ben moi, telle religion, je la veux pas dans mon pays. Il a raison. On devrait faire pareil en Europe. Non pas pour la religion, mais pour la masse d'immigrés qui sont porteurs de cette religion. La religion en soi, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas discuté. Qu'est-ce que je veux dire mais les gens qui se la portent, il va falloir limiter ça. Pour peu que la politique puisse encore le faire. En Europe, c'est foutu. Ça va finir en guerre civile de toute façon. Mais aux États-Unis, ils peuvent encore le faire parce qu'ils ont encore un peu de pouvoir sur leur propre destinée. Voilà, donc Trump, Clinton, la peste ou le choléra, moi je crois pas. Moi je pense que c'est le gros rhume, la grosse grippe, ou effectivement la peste et le choléra ensemble. Donc choisissez correctement. Pour nous autres, qui ne sommes pas américains, qui nous n'allons pas voter et qui ne pouvons que parler, comme je suis en train de le faire, parce qu'après tout, j'ai aucune influence sur ce qui se passe. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe et personnellement, accélérer nos préparatifs, parce que si c'est Clinton qui passe, il faut vraiment se préparer. Donc, modestement, j'ai publié des livres, donc Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare, Femmes au bord de la crise, et le dernier NRBC que je vous conseille vraiment de lire, parce que se préparer aux problèmes nucléaires, biologiques, chimiques, radiologiques, c'est important. C'est pas aussi difficile qu'on le pense. Les risques sont réels. Ils sont souvent différents que ceux qu'on imagine. Et une fois qu'on les a compris, on peut se préparer assez bien et assez facilement. En tout cas, pour des cas raisonnables. Ensuite, évidemment, si on vous bazarde une bombe nucléaire là où vous habitez, bah,
vous vous en rendrez même pas compte. Donc au moins ça. Mais dans les autres cas, c'est-à-dire dans les cas probables, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en plein dans l'épicentre d'une cible, vous n'habitez pas à côté de la base OTAN, machin, faut vous préparer aux conséquences. Et c'est pas si violent. Et il y a une redondance avec survivre à l'effondrement économique, c'est-à-dire que ce qui se passe dans une guerre nucléaire, par exemple, ou dans des cas de crise biologique grave ou chimique, ce serait plutôt très local. Mais enfin, c'est surtout l'effondrement de l'économie, et donc vous êtes dans la merde, comme dans Survivre à l'effondrement économique, dans lequel j'imaginais déjà des scénarios des États-Unis partir en vrille et déclencher des guerres, y compris nucléaires, pour essayer au maximum de se tenir à flot. Donc, un homme avorti, un homme avorté ne vaut rien, mais un homme averti en vaut deux, et une femme avertie, elles sont toujours averties, elles le savent, elles ont un sixième sens. On vous aime. Préparez-vous parce que ça va chier. Et si vous pouvez voter Trump, et si vous pouvez tricher dans les élections, faites-le. Allez, à bientôt. Et sans blague, hein, je suis vraiment sérieux, j'essaie de faire ça avec humour, mais préparez-vous. Ciao.